sens réformateur, parce que on pense que l'opposition djiboutienne doit évoluer aussi dans des réformes, des changements. Les changements d'hommes, les changements des idées aussi. Le deuxième point, c'est aussi les cadres légalistes. Le cadre de la légalité. La légalité par rapport au statut, au règlement intérieur de nos formations, et puis également la légalité par rapport à la constitution du pays. Donc, notre positionnement au niveau de la crise politique actuelle est naturellement, nous pensons, l'ARD est issue de la lutte armée du fruit. Je passe un bonjour à notre ami Hassan Moukbel, qui continue encore l'option de la lutte armée. Nous, on a fait, les regrettés Ahmeddine Allah Arhamou, en 2001, a signé un accord de paix avec les pouvoirs djiboutiens. Cet accord de paix a été violé par la suite, et nous sommes devenus le fruit d'armée, qui est devenu un parti politique légalisé à Djibouti. Et depuis, il y a eu la continuité d'une lutte pacifique pendant toutes ces périodes-là. La participation à une élection en 2003, qui a, dans les cadres d'une première coalition électorale pluraliste, qui était à l'époque l'UAD. Malheureusement, l'élection a été truquée, comme exactement l'épisode actuel. Et donc, il y a eu 10 ans de boycott électoral, qui a naturellement, l'opposition n'a pas trouvé d'autres moyens de lutte que de boycotter les élections qui sont truquées d'avance. Donc le problème qui se pose à Djibouti, nous avons un pouvoir autiste avec qui il est extrêmement difficile de dialoguer. Même quand il y a un dialogue, il est difficile d'abord d'avoir un dialogue constructif, parce que il répond que par la répression. Quand il y a un accord, les accords ne sont pas respectés. Donc on peut déjà citer l'accord de paix de 94 avec la première fraction du fruit, l'accord de paix plus tard avec le fruit d'armée, n'ont jamais permis une réelle ouverture démocratique dans ces pays. Donc là, l'actuelle coalition qui est née juste quelques mois avant la participation aux élections, si vous voulez, on savait d'avance, malheureusement, que l'élection allait être truquée, que tous les recours institutionnels au niveau du pays étaient verrouillés. Donc, c'est un pouvoir qui organise des élections que pour les gagner. Il n'y avait pas le moindre risque, il n'y avait pas les recours. Donc, nous, on avait opté pour 3 scénarios face à ces régimes. Et, naturellement, après 10 ans de boycott, pour la grande majorité de cadres, en tout cas des responsables de l'ARD, on pensait qu'il fallait participer à cette élection. D'abord, parce qu'on avait eu des informations comme quoi le pouvoir aussi était fatigué de boycott des élections et qu'il était prêt à introduire dans la loi électorale une dose de proportion. Ça, c'est une information qu'on avait eue par l'intermédiaire de proches, qui sont en tout cas de juristes, qui nous ont informés. Donc, on était favorable à une participation. Donc, on a dit quand même, il y a 2 choses au niveau du parti. Qu'il fallait, après 10 ans de boycott, 10 ans de boycott n'a pas uniquement affaibli les pouvoirs, il a également affaibli une opposition qui ne s'est pas mobilisée pendant de longues périodes de lutte, de mobilisation au niveau de ses sympathisants, au niveau de ses militants. Et qu'il fallait un congrès extraordinaire, rassembler le militant, rassembler le parti, au-delà, rassembler l'ensemble de l'opposition dans un débat démocratique, poser les problèmes de la transparence électorale dans ces pays, parce que il y a quand même, les Djiboutiens ont une part de responsabilité dans les difficultés du pays. Il faut qu'on doit aussi admettre ces faits-là, que c'est les élections sont malheureusement trichées par les partisans du régime, mais il y a également la passivité de Djiboutiens qui n'ont pas, malheureusement, il faut aussi reconnaître que la dictature a une très grande part de responsabilité
ils organisent. Il n'y a pas l'expérience démocratique des élections pluralistes, tout simplement. Oui. Attends, madame. Donc, les jours, il n'y a pas de souci. Hein? Excusez-moi. Oui. Donc, je voulais. Donc, nous, la position, nous pensons, après consultation avec des organisations politiques amies, avec aussi de juristes, ici en France en particulier, le positionnement actuel de l'USN, de constituer un parlement parallèle. Un parlement, certes, est un positionnement qui se situe en dehors du cadre de la légalité et qui handicape le positionnement de l'USN. Donc nous sommes favorables à une opposition parlementaire, à une opposition structurer une opposition parlementaire et en même temps d'organiser les sympathisants de l'opposition, de l'USN, dans les cadres d'une ensemble du peuple pour poursuivre la contestation. Juste une petite précision, docteur. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il faut accepter les 10 postes que Ismaël Omar a bien voulu nous donner? Allô? Oui. Est-ce qu'il faut accepter les 10 postes que Ismaël Omar a bien voulu nous donner dans l'Assemblée? Bah, écoute, je pense honnêtement, au niveau de la tactique de l'opposition, en tout cas, moi je pense qu'il y a des discussions, des négociations, mais j'ai l'intime conviction qu'à partir du moment où, au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de toutes les instances du pays, et avec l'approbation des observateurs africains et arabes, on risque de ne pas avoir d'autres recours, d'autres choix que d'accepter les 10 postes. Je pense que sur ce point, le régime ne pourra pas revenir. Mais on peut, mais je te rappelle, Nidal. Oui. Nidal. Oui. Je fais un petit rappel. Je fais un petit rappel. Pourquoi l'opposition, la constitution d'une opposition parlementaire dans cette phase? Parce que l'objectif, c'est quoi l'objectif? Parce que c'est là où on diffère d'une position officielle de l'USN pour des raisons tactiques. Pour des raisons tactiques. D'accord. Je précise. Si l'objectif, parce que dans un régime, on vit dans une dictature constitutionnelle. Il faut qu'on parle de la même chose. C'est la constitution de Djibouti qui, on le sait, qui par référendum a été admis, l'essentiel de la population a été exclu de ce référendum. 18 décembre 92, le premier anniversaire du massacre d'Al-Riba, où la population civile Afar, Al-Riba, a été massacrée sauvagement. Absolument. Il fallait un autre sens, je veux dire, à ce 18 décembre, et c'est pour ça qu'il y a eu ces élections le 18 décembre, ce fameux référendum. Entièrement d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la Constitution qui donne tous les pouvoirs, je dis bien tous les pouvoirs, il n'y a pas d'équilibre de pouvoir à Djibouti. Donc, c'est une dictature constitutionnelle. Je rappelle également que certains de nos partenaires aujourd'hui au sein de l'USN ont à cette époque-là été membres de partis uniques et ont construit quelque part cette dictature constitutionnelle que nous combattons en 2014. Toujours. Donc maintenant, il y a des paliers. C'est-à-dire ces régimes du parti unique qui ne toléraient pas la lutte armée a permis d'ouvrir, de tolérer uniquement l'opposition dans la vie de Djibouti. Donc, l'accord de paix de 2001 nous a permis de construire l'embryon, on va dire, d'une opposition nationale.
Le deuxième phase, pour nous, le deuxième phase de la lutte qu'on peut aujourd'hui remporter une victoire sur cette dictature-là, c'est de construire une opposition parlementaire. Parce que, figure-toi, chers mes amis, que à Djibouti, d'être un opposant te prive de tous les droits d'un citoyen. Les cadres de l'opposition n'ont pas le droit de travailler. Même de la nationalité ces derniers temps. Pardon? On est même tué de la nationalité ces derniers temps. Ah voilà, ça c'est la dernière retrouvaille. Ouais. On va en revenir. Mais jusqu'à là, tu pouvais pas travailler, tu pouvais pas avoir ton propre entreprise, tu pouvais pas. Donc les cadres, les responsables de l'opposition étaient essentiellement réduits aux retraités et aux chômeurs. Et donc nous à la RD, nous en savons, parce que la structure organisationnelle du parti, et à un moment donné, tous les cadres qui nous avaient intégrés après l'accord de paix ont été complètement mis à l'écart, marginalisés, et donc beaucoup de cadres ont fui les partis. Donc, pour revenir justement à cette stratégie de victoire par palier, nous, on a une stratégie de lutte contre ce régime de façon progressive, des victoires par palier jusqu'à la destruction de ces régimes-là. Et donc, le deuxième point, justement, sur lequel nous sommes un peu dessus de l'USN, c'est le plateforme politique. Voilà, qu'est-ce que l'opposition djiboutienne peut proposer au peuple djiboutien? De quelle manière on veut construire l'avenir de ces pays? Comment on veut restaurer l'équilibre des institutions du pays? Comment on veut qu'il y ait un partage équitable des pouvoirs? Comment on va reconstruire la décentralisation dans ces pays? Comment on va reconstruire tout simplement une utopie collective entre les différents fragments du peuple djiboutien? Comment on veut restaurer l'unité nationale? Comment on veut construire, voilà, une nation? Parce qu'on considère quand même que l'État djiboutien, dans sa structure, dans sa composition, dans ses fondations, est profondément tribal. Donc comment on peut construire un État national avec des institutions solides, avec un pouvoir équilibré et avec des pouvoirs législatifs, exécutifs séparés? Voilà les grands débats sur lesquels on attendait des réponses claires, courageuses, qui malheureusement, j'ai pas l'impression que l'USN a répondu à ces questions-là. Juste avant, je pense que M. Mahmoud veut te poser une petite question. Oui. Bonsoir, Dr Daoud. Bonsoir. Je pense qu'on en a discuté pas mal de temps entre vous et nous, surtout toi et moi. Tout à fait. Et avec plaisir. Et voilà. En fait, j'ai relevé en fait ce qui est ton intervention, deux choses: stratégie et victoire par palier. Stratégie d'accepter les 10 sièges. En matière de stratégie, moi personnellement, ça me semble, on va dire, un peu bizarre. Le fait de l'Assemblée, si je me souviens bien, elle est 65 sièges. On est dans un régime de dictatorial. Accepter dès le départ, parce que c'est pas 10 sièges que le peuple nous a donné, c'est 10 sièges que le dictateur Guelleh avait donné le soir avant l'élection. Il avait dit: je vais donner 10 sièges à l'opposition. Donc le fait d'accepter 10 sièges que Guelleh avait donnés, qui représentent, si je me souviens bien, même pas un cinquième de l'Assemblée,
que c'est un régime dictatorial. Et en plus, ça, c'est pas parce que vous êtes élu que vous êtes, on va dire, sauvé ou voilà, en position de défense, parce qu'ils peuvent déchevoir. Maintenant, on voit déjà, il y a des gens qui sont déchus de leur nationalité. Si les régimes, comme ils sont en majorité absolue, parce que ça, 10 sièges sur les 65, c'est majorité absolue, ils pourraient déchoir tous les députés le jour où ils voulaient, si ces députés, par exemple, devenaient des opposants visibles qui manifestent. Donc, pour moi, c'est une stratégie, on va dire, totalement risquée en matière de stratégie. Deuxième point que j'avais relevé, c'était victoire par palier. Guélé a, en fait, dans son optique, de gagner moralement contre l'USN. Et pour moi, la victoire par palier, ce serait de gagner victoire par des valeurs. C'est-à-dire valeur après valeur, c'est-à-dire de ne pas céder sur nos valeurs. Si on gagnait sur nos valeurs, par exemple, je te prends des exemples qu'on pourrait dire victoire par palier, c'est par exemple de ne pas répondre ou par exemple lorsqu'il y a des gens qui sont arrêtés, qu'on leur pose des questions sur leur tribu. Ça, pour moi, ce serait une victoire qu'on aurait gagnée facilement contre les dictateurs guélés si les gens montraient juste leur carte d'identité et ne répondaient pas aux questions de quelle tribu vous êtes. Donc, pour moi, j'aurais plutôt dit victoire par valeur. Et je ne comprends pas la stratégie d'accepter les 10 sièges. Merci. Oui, 3 secondes, c'est juste aussi histoire de dire à ceux qui veulent participer, bien entendu, si vous avez des questions à poser et autres, c'est rare d'avoir quelqu'un de Kelissa, on en profite. Donc je te laisse la parole, Daoud. Oui, c'est-à-dire que 10 sièges, il faut Mahmoud, en politique, on agit dans l'espace que nous disposons. C'est-à-dire que les 10... Pourquoi je veux faire un petit rappel. Si l'opposition, supposons qu'Ismaël Omar acceptait, de toute façon, quand on avait pris la décision de participer à des élections, il y avait 3 scénarios possibles. La première, c'est de dire, soit on organise des manifestations, parce que l'UAD avait 9 points de condition de la transparence électorale. Donc, un petit rappel. L'un des points essentiels était donc les refondations des cartes électorales. Le point important, une commission électorale indépendante et un conseil constitutionnel indépendant. Pour qu'il y ait le minimum d'une possibilité d'une élection transparente. Ces conditions n'ont pas été acceptées. Soit l'opposition avait les moyens, la puissance de mobilisation pour organiser des manifestations, pour contraindre le régime à accepter les conditions de transparence. C'est impossible. Donc, ce qui n'a pas été, cette voie n'a pas été explorée parce que on a vu la limite. On avait eu en 2011 une tentative de mobilisation d'une action pacifique en mobilisant les citoyens djiboutiens à justement se débarrasser de ces régimes-là. Et donc on a vu les niveaux de préparation, le niveau de la violence contre des manifestants pacifiques et la limite de cette action pacifique. Donc il y avait une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est de se dire on participe à des élections dont on connaît la règle du jeu. On est bien d'accord.
Conseil constitutionnel verrouillé, pas de commission électorale indépendante, pas de cartes électoraux. Donc, pour deux raisons. Soit on dit l'objectif est de mobiliser les Djiboutiens contre ce régime, soit le deuxième objectif, c'est d'organiser une opposition parlementaire. Pourquoi la deuxième option d'une mobilisation de la population dont on avait déjà vu la limite, les niveaux de préparation, la limite de l'action pacifique en 2011, le 18 février 2011, la manifestation pacifique, on a vu la limite de ces manifestations. Par contre, on a observé un point important, que les révoltes et populaires, c'est le peuple qui décide de chasser le pouvoir en place, de renverser le pouvoir en place. Ce n'est pas des organisations politiques, ce n'est pas la classe politique, ce n'est pas le personnel politique qui organise ça, c'est le peuple souverain, et aucune explication, en tout cas, ne peut être prévue d'avance, et c'est le peuple souverain qui décide de se débarrasser d'une dictature. Donc, à partir du moment où on a accepté de jouer le jeu électoral, avec les conditions du pouvoir, on s'est dit, on va patienter, on va faire en sorte, c'est l'objectif, Mahmoud, nous avons le même objectif. Nous ne cédons pas sur un seul point face à ces régimes, face à cette dictature. La seule chose sur lesquelles il y a des niveaux d'appréciation tactique que nous avons avec beaucoup de... Pourquoi? Parce que je peux rappeler la révolution égyptienne, que le frère musulman, sous forme d'une autre organisation, avait accepté les conditions d'une élection de Moubarak. Ils avaient accepté le nombre de chaises qu'il leur avait donné. Mais ça ne les a pas empêchés de mieux structurer, un an plus tard, un an après l'élection, de mieux structurer la contestation populaire en lui donnant une base organisationnelle solide pour renverser ce régime-là. Et on connaît les limites de ces systèmes-là, puisque l'armée a repris le dessus un an après. Donc, dans une société, dans un pays qui n'est pas suffisamment préparé à une révolution ou à un changement radical, il y a des risques de chaos. Et donc, cette stratégie, nous pensons, en tout cas, comme responsables politiques, que la meilleure stratégie tactique est de remporter des victoires par palier contre ces régimes et de mieux préparer les Djiboutiens, de reconstruire la confiance, de reconstruire une utopie collective, parce qu'il y a des méfiances de part et d'autre, et de reconstruire un vrai projet politique pour l'avenir de ces pays. Et c'est de cette manière-là que nous allons combattre efficacement ces régimes, et nous finirons par l'abattre. Écoute, merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de t'avoir. Et bon, ça aussi, c'est une deuxième vision. Pourquoi pas cette victoire par palier. C'est intéressant de voir aussi ce parallèle que tu fais avec ce qui s'est passé en Égypte. Je rappellerai juste brièvement que ce qui s'est passé en Égypte, même si les frères musulmans ont repris le pouvoir, l'armée a finalement gagné. Donc, on finira peut-être un jour par dire que M. Morbelis, si présent, a raison. Avant de redonner, tu restes s'il te plaît, on a encore besoin de toi, Dr Daoud, puisqu'il y a l'ami Hussein qui voudrait te poser une question. Juste, Monsieur Eley, tu nous as dit quelque chose sur Djibouti, c'était quoi déjà? Il disait que c'est le cas en Djibouti. On n'aura pas quelqu'un qui va nous disait. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout le monde est en prison, tout le monde est en hôpital. Et ils ont fermé tout le monde là? Ben oui, je l'ai eu là. Tu l'aides? Hein? Tous en réunion d'urgence. Oui. Et puis du coup, il dit que c'est pas possible de nous rejoindre. Vous appelez à 21h. À 21h.
D'accord, donc voilà, bon bah écoutez, on essaie d'être en contact direct avec Djibouti. Apparemment ça ne sera pas possible. Ils sont en réunion d'urgence. Tu as peut-être quelques informations là-dessus. Il paraît que tout le monde est enfermé là. D'accord. Allô, docteur? Oui. Je ne sais pas, est-ce que tu as des informations sur Djibouti? Il paraît que tout le monde tout Djibouti est en taule. Tout Djibouti est en prison. En prison? Oui, il y a eu une réunion extraordinaire et d'urgence de l'USN. Apparemment, tout le monde a été pris. C'est pas étonnant. Là, c'est plutôt la défaite par palier. Non, il n'y aura pas de défaite. Mahmoud, il n'y aura pas de défaite. C'est pas Mahmoud. Tiens, je te il y a, comment il s'appelle? Notre ami qui voulait te poser une question, docteur. Oui, alors moi j'ai pas. Oui. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Voilà. Oui, donc moi, alors, même si je ne suis pas d'accord avec tes idées, effectivement, je ferai toujours en sorte effectivement que tu puisses les exprimer. Hein. C'est un principe qui est voltarien. Je ne vais pas donc aller à l'encontre effectivement de ça. Par contre, effectivement, je suis un tout petit peu choqué, interloqué, te connaissant depuis des années, hein. Donc en tant qu'ami, en tant que frère, que tu puisses venir parler aujourd'hui de la victoire un tout petit peu par palier. Quand je sais effectivement la liberté avec laquelle ARD Kélissa s'est battue pour qu'il y ait quand même un minimum de démocratie en son sein, j'étais là, je la supportais. Mais quand ce même ARD Kélissa vient me raconter aujourd'hui qu'il faudrait des victoires par palier, je suis profondément choqué parce que je pars toujours effectivement du principe qu'il vaut mieux un jour comme un lion plutôt que 100 ans comme un mouton. Doit-on alors accepter que, au nom de cette victoire par palier, nous puissions également accepter que la mort de Hasna, la mort de Hafez, la mort de toutes ces personnes-là se négocie par palier à 50 000 francs. Exemple. Docteur, attends encore un peu. Suivi d'une autre question aussi par la même ordre. Non, plutôt. Oui, voilà, une remarque de Morbel aussi. Moi, j'ai pas des questions, mais juste une ou deux remarques. La première remarque consiste à rappeler des faits. Si en 1992, le pouvoir de Goulette a accepté d'ouvrir, de procéder à une ouverture et a accepté 4 partis, et après à généraliser le multipartisme, c'est grâce aux fruits et à la lutte que le FRUD a mené. Cela nous permet de voir que face à un régime dictatorial qui est complètement hermétique, qui refuse tout dialogue, le combattre sur son propre terrain de la violence peut être bénéfique à la population du pays. Et c'est grâce aux luttes du FRUD qu'il y a eu un semblant de démocratisation, d'ouverture du pays. Et ma deuxième remarque, il faut saluer l'effort qu'a fait l'USN depuis le 22 février 2013 en refusant d'intégrer, d'abord refusant d'accepter
l'octroi des 10 sièges, alors que l'USN a gagné les élections. Accepter 10 sièges aurait été trahir la volonté du peuple, le peuple souverain. Et je pense qu'il faut saluer le courage dont on fait par les dirigeants de l'USN dans le pays en refusant d'intégrer le Parlement qui est tout simplement une caisse de résonance du pouvoir en place, et deuxièmement envers et contre tout, contre vent et marée, les dirigeants de l'USN ont préservé l'unité et qui a fait trembler, il faut le dire, le régime d'Ismaël Omar. Ismaël Omar a tout tenté pour diviser l'USN par ses moyens habituels de corruption, de l'argent mis sur la table, et l'USN a résisté à cela, et c'est à quoi il faut lui rendre hommage. Et il est regrettable, absolument regrettable, de voir qu'un membre de l'USN ait rejoint l'Assemblée, et quand on voit tout le tintamarre qui a été fait autour de ce député qui a rejoint l'Assemblée, on voit la fébrilité qui caractérise le régime d'Ismaël Omar face à la résistance, à l'unité dont on fait preuve l'USN. Je pense que c'est de ces valeurs-là qu'il faut s'enrichir, qu'il faut savoir résister, qu'il faut savoir dire non à l'injustice, parce que le peuple souverain, le 22 février 2013, s'est exprimé et il a donné la victoire à l'USN. Et que l'USN aujourd'hui maintienne et veuille concrétiser cette victoire, il y a de quoi lui rendre hommage. Voilà, maintenant. Docteur, ça va, t'as tout entendu là? Oui, tout à fait. Je vais répondre aux deux questions, aux deux problématiques. Trois. Si tu me permets. Il y en a une qui va se rajouter. Docteur Daoud? Oui. Moi, je rejoins ce que disait en fait Morben. C'est vrai, c'est un peu choquant. Je suis aussi dans cette catégorie. Nous savions que sans la participation, si maintenant en fait la question est pourquoi on a participé alors que nous savions qu'il allait frauder, tout le monde savait qu'il fallait, si on ne participait pas, on n'aurait pas le choix qu'on a actuellement là en fait on a joué sur son terrain et on a gagné sur son terrain. Donc l'USN a fait le pari de jouer